Et je vous l'annonçais, le grand oral avec notre député, l'élu de la 8e législature, le général Robert Gbien. C'est bien maintenant sur le grand soir spécial. Vous savez, nous parlons de la modification de la loi fondamentale du 11 décembre 1990 et il est déjà à nos côtés. Je voudrais bien vous le présenter, Robert Gbien. Il est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il est le deuxième secrétaire général national adjoint du parti Bloc républicain. Bonsoir à vous, honorable. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Merci de m'avoir invité. Voilà, des actes forts ont été posés hier à l'Assemblée nationale en ce qui concerne d'abord, premièrement, la loi sur l'amnistie et, deuxièmement, la modification de la loi fondamentale du 11 décembre 1990. En attendant de rentrer dans le vif de ce qui nous rassemble, les démarches que nous avons constatées déjà par la tenue du dialogue politique, la rencontre, donc la mise en place du comité d'experts, la rencontre avec la conférence des présidents de l'Assemblée nationale et puis la responsabilité justement du Parlement qui a été engagée. Comment trouvez-vous ces démarches? Merci beaucoup. Vous avez parlé de beaucoup de choses en quelques secondes. Et effectivement, la démarche, elle a été très pédagogique. Vous voyez, le chef de l'État, à plusieurs reprises, a souhaité un dialogue politique, a souhaité que la classe politique se retrouve pour échanger. C'est ça qui s'est passé les 10, 11 et 12 octobre passés. Donc c'est une initiative du chef de l'État. Donc à cette rencontre, sur les 9 partis qui étaient invités, 8 ont répondu présent. Et à l'issue des travaux, qui ont été francs, sincères, il y a des recommandations. Des recommandations qui ont été transmises au chef de l'État, qui à son tour a commis à créer un comité des experts, des sachants, des experts, des honorables députés se sont retrouvés pour transformer en acte que l'Assemblée nationale peut recevoir. Le comité d'experts a travaillé à faire des propositions que le chef de l'État a reçues il y a à peine une semaine et le chef de l'État les a transmis in extenso au président de l'Assemblée nationale. Le bureau était à cette rencontre. Donc, c'est maintenant l'Assemblée nationale qui a pris le relais pour transformer ces recommandations et ces propositions en loi. Il est vrai, ces recommandations ont été aussi l'objet de propositions de loi faites par certains députés. L'Assemblée aurait pu avoir l'initiative, mais certains députés, en l'occurrence Amamboy Bla Augustin, Kassaba Telemi, Janvier Yawedeo, qu'on appelle André Okunlola, j'en passe, se sont saisis pour faire des propositions de loi. C'est ainsi que la conférence des présidents s'est réunie, le bureau s'est réuni et nous avons convoqué une plénière. Il est vrai, nous étions en session ordinaire, en session budgétaire. On a profité de l'ouverture de la session budgétaire pour recevoir ces documents, ces propositions de loi. Donc c'est ainsi que nous les avons affectés à qui de droit à la commission des lois qui finalement nous a produit un rapport et c'est sur la base de ce rapport que nous avons pu siéger hier pour l'adoption au moins de 2 lois, à savoir la loi portant amnistie et la loi portant modification de la loi fondamentale de la Constitution de notre pays.
Et la loi, les choses sont allées très vite. D'abord, avant de vous poser des questions sur la loi, sur l'amnistie par exemple, pourquoi une procédure d'urgence pour la modification? Bon, avant cela, bon, oui. Nous n'escamotons pas certaines étapes. Lorsque le dialogue a eu lieu, il y a eu beaucoup de recommandations, dont par exemple la discrimination positive, c'est-à-dire comment faire pour que les femmes soient mieux représentées à l'Assemblée nationale. Les recommandations pour réunir, pour organiser les élections générales, c'est-à-dire les élections communales municipales, les élections législatives et l'élection présidentielle. Parce que vous savez que tous les ans ou tous les 2 ans, nous sommes en élection, en période électorale. Et les élections communales, de 10 milliards, les élections législatives, même chose, les élections présidentielles, n'en parlons pas. Donc, parmi les recommandations, il est ressorti qu'il faut organiser les élections générales. Donc, ceci étant, il faut quand même des bonnes volontés pour faire des propositions de loi. Lorsque nous devons faire la discrimination positive, l'article 26 est à toucher, ça c'est la Constitution. Lorsque nous voulons arrimer les élections, regrouper les élections, il faut augmenter le mandat des députés, qui est de 4 ans. Et c'est dans la Constitution. Il faut la modifier pour amener ça à 5 ans. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça qui a fait que la proposition de loi qui portait amendement sur la Constitution est sortie sur la base de tout ce qui a été dit lors de ces débats-là, lors de ce dialogue-là. Donc ce n'est pas que quelqu'un s'est levé pour dire je vais réviser la Constitution. C'est les recommandations du dialogue politique qui nous ont amenés à penser à réviser cette Constitution. Très bien. La loi sur l'amnistie, quelle est sa portée? Oui, la loi sur l'amnistie, bon, vous voyez, pour quand même pacifier le pays, parce qu'après les élections législatives, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des dérapages. Les gens ont cassé. Ils ont fait ce qu'on ne doit pas faire. Ils se sont mis au travers de la loi. Donc naturellement, la justice est en train de faire son travail. Mais le président, comme mesure sociale, a demandé, a souhaité amnistier tout cela. C'est-à-dire l'amnistie concerne uniquement les actes qui ont été commis lors des élections législatives et après les élections législatives, et même avant, oui, post et pré-électoral. Donc on a voulu pacifier le pays parce que beaucoup sont en prison, beaucoup sont en attente d'être jugés. Donc le chef de l'État a souhaité que l'Assemblée prenne une loi pour qu'il puisse amnistier tout ce monde-là. Et cette loi a été prise à l'Assemblée nationale et fort heureusement, elle a été adoptée hier. À l'unanimité? À l'unanimité, bien sûr, à l'unanimité, parce que nous voulons tous la paix. Nous voulons parce qu'on a des amis, des parents qui sont enfermés, parce qu'ils ont été contre la loi, ils se sont retrouvés en prison, ils se sont retrouvés, en tout cas, il y en a même qui ont pris la clé des champs. Oui. Donc tout ce monde-là, le chef d'État a souhaité les amnistier pour que nous puissions nous parler ensemble, pour que la paix puisse revenir, pour que nous puissions tous construire notre pays, le Bénin. Très bien. Parlons maintenant des amendements apportés à la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Pour vous, quels sont les amendements qui semblent majeurs? Bon, voilà, vous voyez, je disais que un collègue député a fait la proposition d'amendement de la Constitution. Lorsque ce document a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale, la commission des lois a pris ça en compte et a travaillé. Donc, les amendements majeurs, oui, d'entrée de jeu, je vous dis que ces amendements sont très positifs. C'est des amendements qui œuvrent dans le sens de la modernisation de notre démocratie, de notre état de droit. Je vais les citer, oui, si vous voulez bien. Je peux déjà commencer par l'article 26, où nous voulons faire une discrimination positive. Parce que l'article 26 disait que l'homme et la femme sont tous égaux. On ne peut pas dire qu'il faut favoriser les femmes, non. On a demandé à ce que
la Constitution puisse permettre qu'on prenne des lois dans certaines situations pour aider nos femmes, nos mamans à pouvoir accéder aux postes de responsabilité au niveau des assemblées, qu'elles soient nationales ou locales. C'est ainsi que nous allons souhaiter que, au niveau du code électoral, que dans chaque circonscription électorale, qu'une femme soit imposée. Ça, par exemple, il faut nécessairement réviser l'article 26. Ça s'impose. Si nous voulons vraiment aller dans le sens des recommandations du dialogue. Deuxièmement... Et donc, désormais, à nul doute, nous aurons 24 femmes tout de même. Au moins. Bon, celles qui, naturellement, se faisaient élire, bon, ça peut être 24, ça peut être 30, pourquoi pas 40. Mais au moins 24. Au moins 24, ça c'est sûr, au moins 24. Si la loi est promulguée, naturellement, si la Constitution est promulguée. Et second point qui est très important, c'est l'arrimage des élections générales d'organisation. Le député ayant pour mandat pour durer 4 ans, il fallait nécessairement amener la durée du mandat du député à 5 ans. C'était dans la Constitution. Donc il faut modifier. Je crois que c'est dans l'article 80 de la Constitution. Il faut modifier. Vous voyez, il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites de bonne foi, mais qui nécessitent naturellement la révision de la Constitution. Nous avons profité à l'Assemblée nationale pour mettre à coup des comptes. Vous savez que c'est une hérésie, c'est une honte qu'au sein de l'UEMOA, que le Bénin n'ait pas une cour des comptes. Tout le monde nous demande cette cour-là. Avant d'aller en profondeur par rapport à la Cour des comptes, parlons des élections générales. Pourquoi avoir choisi de commencer en 2026, par exemple? Voilà, merci. C'est tout un processus parce que nous voulons, la même année, organiser les élections, on appelle élections législatives, lorsque nous voulons organiser les élections communales, municipales, législatives, présidentielles, la même année. Et quand je prends l'exemple, en 2020, on a les communales et municipales. D'accord? Est-ce qu'on peut dire qu'on va profiter de 2020 pour en même temps tout grouper? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que si on doit faire les élections générales en 2020, il faut que le chef de l'État écoute son mandat, démissionne, ce qui est impossible, c'est anticonstitutionnel. Il faut que les députés écoutent également le mandat. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui le dit, à moins que les députés n'acceptent de démissionner individuellement, tous ensemble. Encore qu'il y a des suppléants. Encore les suppléants, je peux démissionner, mon suppléant veut dire qu'il ne démissionne pas, donc ce n'est pas possible. En 2021, le chef de l'État finit son mandat, un nouveau président sera élu. Et celui-là sera élu jusqu'en 2026. Vous voyez, je fais déjà une démarche là. Le conseiller communal qui est élu en 2020, dont le mandat va finir en 2025, autant dire que son mandat finira en 2020 pour pouvoir attraper en même temps l'élection présidentielle de 2026. Si vous comprenez. Bon, le député, son mandat finit en 2023. Il y en a qui disent qu'il faut écouter le mandat. Ce n'est pas possible. Le chef d'État ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, la Constitution n'a rien prévu dans ce sens, sauf que le député accepte de démissionner, comme je viens de le dire, ce qui n'est pas possible. Donc le mandat des députés finissant en 2023, bon, on a trouvé un mécanisme, on dit, députés finissant leur mandat en 2023, le conseiller communal élu en 2020 finira son mandat en 2025, mais on prolonge son mandat jusqu'en 2026. Le président de la République qui est élu en 2021, son mandat finit en 2026. Le député actuel, leur mandat finit en 2023. Donc, il faut organiser les élections législatives 2023, mais tout en disant que le député qui sera élu en 2023 aura 3 ans. Aura 3 ans pour venir se retrouver en 2026. Donc, c'est la seule possibilité qui s'offre à nous pour pouvoir organiser les élections générales en 2026. Donc voilà ce que nous avons dit. Et dans la Constitution, dans la révision, nous avons tout calé dedans. C'est bien expliqué. Vous avez bien compris, c'est bien ça. Donc voilà pourquoi nous avons parlé d'élection générale, voilà pourquoi nous avons parlé de révision de la Constitution. Donc ce n'est pas une révision comme les gens prétendent opportunistes, vous voyez bien. Bon, donc je vous écoute pour la suite. Et en ce qui concerne, il y a quand même l'article 42. Vous savez que la limitation du mandat présidentiel, vous avez pensé à ça? Oui, voilà, l'article 42, nous l'avons, je peux dire, nous l'avons vissé.
Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de révision de la Constitution, beaucoup de gens pensent au mandat présidentiel. Très souvent, puisque c'est le cas en Afrique, on veut s'éterniser. Voilà, en Afrique, vous voyez, beaucoup de chefs d'État, beaucoup de pays changent la Constitution pour pouvoir aller à un troisième ou un quatrième mandat. Au Bénin, ce n'est pas le cas. De cette façon, vous savez que le président Patrice Talon, ce n'est pas sa tasse de thé, s'éterniser au pouvoir. Non, il avait dit qu'il est élu en 2016. Bon, en 2021, on verra s'il va abuser, on verra. Et nous avons dit, en aucun cas, nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats présidentiels. Oui, nous étonnons l'Afrique. En Afrique, nous étonnons. Au moment où beaucoup cherchent à aller à un troisième ou quatrième mandat, nous disons que c'est 2 ans au maximum. Et 2 mandats. 2 mandats au maximum. Vous voyez, c'est bien. C'est ça qui fait peur. Et c'est ça que nous avons réglé en disant de sa vie. Personne ne peut faire plus de 2 mandats présidentiels. Ce ne sont pas de révision. Il y en a qui se mettent dans la tête, c'est pour s'éterniser, ils sont en train de trouver une formule pour que Talon ne parte pas. Non, bien au contraire, Talon n'est pas dans ce schéma. Et il y a tout de même d'aucuns qui estiment qu'une loi doit être impersonnelle. En ce qui concerne cet article, que vous visez quelqu'un. Non, vous voyez, il n'y a pas ce que tu vas faire dans ce pays qu'on ne trouve pas une explication. Non, on vise qui? Personne. Mais si quelqu'un a déjà fait ces 2 mandats, c'est terminé. Si quelqu'un a fait un mandat et qu'il a moins de 70 ans, il peut aller encore. Non, personne n'est visé. La loi ici est impersonnelle. Nous avons légiféré pour le futur. Nous avons légiféré pour notre pays. C'est pour ça que je disais que cette révision qu'on vient de faire est une très bonne révision parce qu'elle modernise notre démocratie. Parce que à l'extérieur du Bénin, que les gens entendent, le Bénin, les Béninois ont modifié leur constitution et ce qui fait les choux gras ailleurs, mais eux, ils ont eu le temps, ils ont eu l'intelligence de bien serrer, de dire que personne ne peut faire plus de 2 mandats. Vous voyez, c'est formidable. C'est ça qui est le point d'achoppement. Quand on parle de révision de la Constitution, on voit les mandats. Mais ici, nous avons dit c'est 2 mandats, pas plus. Très bien. Puisque nous parlons de limitation de mandat, il y a, vous députés, vous avez choisi de limiter votre présence au Parlement. Voilà. Ce qui étonne tout de même. Oui, voilà. Nous, c'est pour ça que je disais. Quelles sont les motivations? Oui, voilà. Donc, je voulais vous dire ceci. La révision que nous venons de faire, ce n'est pas une révision que nous avons voulu faire pour nous satisfaire nous-mêmes, non. Vous voyez, les députés étaient élus pour, c'est pas, ça peut être pour 10 ans, pour 5 ans, à vie, tout ça. Il y en a qui, depuis que ça a commencé, étaient toujours députés. Mais nous avons dit, si le président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats, mais nous, députés, trouvons quand même quelque chose pour baliser notre parcours au Parlement. On a estimé que 3 mandats pour un député, ça suffit. Après 3 mandats, il faut partir, laisser aussi la jeunesse faire ses preuves. Vous voyez, on aurait pu dire, nous sommes au Parlement, c'est nous qui légiférons, mais on peut dire que nous serons députés à vie. Mais cependant, nous avons voulu baliser le mandat de député. On avait les moyens de le refuser, mais pourtant, on s'est imposé cela. C'est la preuve que nous faisons un travail impartial. Et comment vous avez pu convaincre les autres? Parce que les 83 députés, tout le monde ne peut pas être d'accord sur le fait que, on limite le mandat. Non, d'accord, les 83 députés ne peuvent pas être d'accord. C'est possible, c'est vrai. Mais c'est la majorité qui tranche. C'est la majorité qui tranche. On a voté, tous étaient d'accord. Donc, même si quelqu'un, à son fort intérieur, n'était pas d'accord, mais pour la discipline, peut-être pour l'amour qu'il a pour son pays, il a voté. Donc je crois que tous nous avons compris qu'il faut baliser le mandat de député à 3 ans, pour qu'après 3 mandats, ça fait quand même 15 ans. Donc il faut laisser d'autres faire. Et justement, quelle sera la portée ou la conséquence de cet amendement au profit de la jeunesse, par exemple? Non, si quelqu'un fait 3 mandats, il part. Au lieu de faire 5,
6, 7, 8, ça veut dire que la jeunesse ou d'autres auront la possibilité rapidement d'être aussi élus dans la même circonscription électorale, puisque si vous êtes élu, c'est dans votre circonscription électorale. Donc au lieu de dire je suis député premier mandat, première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième, cinquième, sixième fois, tu sais qu'après les 3 mandats, tu vas quitter, en tout cas, laisser la place à d'autres. Je crois que c'est comme ça que je vois ça. Très bien. Vous parlez tantôt de la Cour des comptes. Oui. C'est vrai que dans une tentative d'amendement constitutionnel précédemment, ça n'avait pas prospéré. Cette fois-ci, c'est le bon moment, on pourrait le dire. Ah oui, non, justement, je disais tout à l'heure, on a profité parce que la Cour constitutionnelle, tout le monde sait qu'elle est nécessaire. La Cour des comptes. Pardon, la Cour des comptes. La Cour des comptes, mais dans l'espace mois, nous sommes le dernier. Tous les pays ont la Cour des comptes. C'est le Bénin qui n'en a pas. C'est pour ça que le président Talon, dans le cadre de la lutte contre la corruption, voulait cette cour-là. Mais l'occasion se présente, pourquoi on va laisser? Il faut la mettre. Donc la Cour des comptes est créée et c'est vraiment une chance pour notre pays. Ça sera même applaudi au sein de l'UMOA. Ils vont dire enfin, le retard a été comblé en mettant la Cour des comptes dans la Constitution. Elle est créée. Elle sera créée du moins puisque c'est pas encore... Okay. On a voté, on a adopté, bon, on attend la réaction de la Cour constitutionnelle et le chef de l'État qui a le dernier mot. Et la Cour des comptes, on espère que cela ne sera pas tout de même une opportunité pour chasser des personnes ou du moins, je ne sais pas, une structure pour la chasse aux sorcières. Non, pas du tout. La Cour suprême, elle travaillait au sein de la Cour suprême, il y avait la Chambre des comptes. Non, la Cour suprême, la Cour des comptes, elle va être maintenant forte, elle ne sera plus coincée dans la Chambre. Parce que, vous voyez, le travail de la Cour des comptes, c'est un travail immense. Hein? Les comptes de l'État, ce que les fonds qu'on met à la disposition, les ministères, du public, tout ça là, c'est la Cour des comptes qui va finalement savoir si ça a été bien utilisé ou pas. Les lois de règlement à l'Assemblée, c'est la Cour des comptes. Cette Cour elle est très importante parce que le fait qu'elle n'existait pas, ça ne permettait pas de faire beaucoup de choses. Mais avec la Cour des comptes, vous allez voir, la rigueur dans la gestion des deniers publics sera respectée. Et quand on se réfère tout de même au discours du président de l'Assemblée nationale, même récemment, lors de l'ouverture de la 2e session ordinaire, il parlait de ce que désormais les députés, au-delà du contrôle de l'action gouvernementale, oui, les entreprises publiques et semi-publiques peuvent subir également le contrôle du Parlement. Oui, bien sûr, les députés ont la possibilité de créer ce qu'on appelle la commission parlementaire de l'éducation. Nous pouvons le faire. Donc la Cour des comptes est venue aussi vous aider tout de même. Non, la Cour des comptes a son rôle, les députés ont leur rôle. Donc c'est pas deux choses c'est deux choses différentes. La députée crée des commissions parlementaires, bon, la Cour des comptes, ça c'est autre chose, elle s'occupe des contrôles de gestion, elle s'occupe des règlements, ainsi de suite. Non, la Cour des comptes, ça c'est autre chose. Nos commissions parlementaires à l'Assemblée, c'est une autre. Très bien. Le Bénin a-t-il besoin d'un poste de vice-président, puisque vous l'avez constitutionnalisé? Voilà, merci. J'ai oublié parce que pour expliquer tout ce qui s'est passé, j'allais de coq à l'âne, là, bon, mais voilà, je vais revenir sur ça. Et tout à l'heure, j'avais dit que nous voulons organiser les élections générales. Ça veut dire communales, municipales, législatives et présidentielles la même année. Le même mois, peut-être pour la présidentielle avec peut-être 1 ou 2 mois de différence, de décalé. Mais si nous voulons faire les élections la même année, prenons un cas d'école simple. Le chef de l'État qui est nommé, qui est élu pour 5 ans, au cours de son mandat de 5 ans, si un événement survient et qu'il a vacance de pouvoir, l'ancienne constitution prévoyait que c'est le président de l'Assemblée nationale, dans un délai d'1 mois à 45 jours, qui devait organiser les nouvelles élections. Si c'est le cas,
si le président de l'Assemblée nationale organise ces élections, mais celui qui sera élu pour 5 ans. Ça veut dire que ça fausse déjà les données. Un chef d'État qui fait 3 ans, au lieu de faire 5 ans par exemple, après 3 ans, il a vacance de pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale va organiser les élections pour un nouveau président qui est parti pour 5 ans. En prenant le cas de 2026, dans ces conditions, dans ce cas-là, ça veut dire que l'arrimage des élections, le groupement des élections qu'on voulait faire, ça veut dire qu'on ne pourra plus respecter ça. On pourra faire pour les communales, les municipales et pour les députés. Pour le chef de l'État, il faut encore aller 2 ans après. C'est pour cela. Pour prévenir, pour respecter ce que nous avons dit, ce que la Constitution veut maintenant, ce que nous avons retenu dans la révision, nous avons prévu le poste de vice-président de la République. Ainsi, lorsqu'il a la vacance de pouvoir, le poste de vice-président, qui sera colistier du président, qui sera sur la même liste que le président élu, le vice-président va continuer le mandat jusqu'à son terme. Ainsi, il n'est plus question d'organiser des élections pour perturber les années des élections. Si par exemple, on retient 2026, 5 ans après, c'est quand? C'est 2031. Tout à fait. 5 ans après, 2036, ainsi de suite. Là, on saura que nous avons des années électorales, 2026, 2031, ainsi de suite. Ça fait que l'avantage de la chose, je le dis en même temps, si on fait les élections en 2026, on sait que c'est en 2031 qu'on va faire d'autres élections. On aura le temps de nous consacrer au travail. On aura le temps de faire des économies. Parce que chaque fois qu'on fait des élections, tous les 2 ans, ainsi de suite, c'était des sommes énormes qu'on investissait. Donc je crois que le vice-président, je reviens sur ça, le vice-président a été introduit pour permettre de respecter ce que nous avons dit. Les élections doivent être désormais des élections générales. C'est pour régler ce problème que le poste de vice-président a été proposé. Est-ce qu'il peut arriver le cas où le vice-président devenait très puissant que le président? Non, justement, non, pas du tout. Un vice-président ne veut être plus puissant que le président. D'ailleurs, le vice-président qui sera élu sur la liste du chef de l'État n'est pas membre du gouvernement. Il peut dire qu'il jouera un rôle honorifique. C'est le chef de l'État qui l'utilisera entre griffes. C'est lui qui lui dira, bon, va faire ceci, va me représenter pour telle fête dans tel pays. Le vice-président de la République n'est pas membre du gouvernement. Il ne siège pas en conseil de ministre. Donc, et on a même dit, il va jouer le rôle de grand chancelier de la nationale du Bénin. Donc, c'est un rôle, un titre honorifique. Le vice-président de la République n'est pas là pour concurrencer le président de la République. Non, c'est le président de la République qui est le président élu. Lui, il est le vice-président. C'est en cas de vacances qu'il peut pousser. Il peut monter, je l'ai dit. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Il n'y aura pas de guerre de leadership entre le président et son vice-président. Non, le vice-président n'est pas l'égal du président. Très bien. Vous avez pensé à l'institution de régulation des médias au Bénin et vous avez structuré un peu de la HAC. La HAC n'a pas été... Bon, structuré, c'est trop dit. La HAC, les conseils de la HAC étaient élus pour un mandat unique de 5 ans, non renouvelable. Bon, après 5 ans, après 5 ans. Maintenant, on a trouvé que c'est trop expéditif. On a trouvé la formule de dire les conseils de la HAC sont élus pour 5 ans, mais une fois renouvelable. Donc ça permet à quelqu'un qui est bien de faire 2 mandats. Pourquoi pas 2 mandats? Les autres il y en a qui font 2 mandats, 3 mandats. Pourquoi? La HAC, un an après, ils vont partir. On a dit, ils peuvent être réélus. Ils sont élus pour 5 ans, mais renouvelables une fois. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous voudrez bien, les aspects majeurs, nous en avons parlé. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous voudrez bien faire comprendre à nos téléspectateurs? Bon, ce que je voulais dire, dans l'innovation, oui. Par exemple, la peine de mort, ça a été supprimé. On l'a supprimé. Et ce que je veux dire, c'est ce que je vais insister. Je veux que le peuple béninois comprenne que ce que nous venons de faire, c'est très fort
ce que nous venons de faire, c'est une chance pour notre pays. Notre démocratie est en train de se moderniser. Parce que tout ce que nous avons retouché, là, tout ce qui a été fait, mais il n'y a rien qui fâche. Contrairement à ce que les gens peuvent croire, rien ne fâche. Bien au contraire, quand tu prends la discrimination positive, c'est une bonne chose. La Cour des comptes, c'est une bonne chose. Et l'arrivée des élections, c'est une bonne chose. Et la Cour des comptes, c'est une bonne chose. Donc, vous voyez, nous avons fait cette révision en mettant en touchant les aspects positifs et qui contribuent, qui concourent au développement réel de notre pays. Donc, c'est une révision vraiment qui est arrivée, un peu normée, et qui va propulser notre démocratie vers le développement, vers le progrès. L'autre chose également qui retient quand même l'attention, c'est l'autorisation de ratification par le président de la République. Oui, vous savez, à cause de la lenteur administrative, à cause de ce qui se passait, il y a des ratifications, il y a des crédits qui nous échappaient. Parce que lorsque nous devons ratifier, il arrive que nous soyons en vacances parlementaires. Il faut convoquer une session extraordinaire. Le temps qu'on vienne nous réunir et tout ça là, il est arrivé qu'on n'a pas pu ratifier et on a fait des crédits. Or, la plupart du temps, ça, je ne vous casse rien. Et aucune ratification, l'Assemblée nationale n'a jamais échoué, puisque quel député, même si c'est de l'opposition, va dire ah, notre pays veut avoir 16 milliards pour aller construire telle chose dans telle région, mais toute ratification passe. Donc pourquoi on va en faire un tabou? Ça arrive à l'Assemblée, on les stocke jusqu'à ce que les délais passent. Donc on a dit, il vaut mieux que ça arrive, que le chef de l'État, de la rapidité qui est conseillé dans ce domaine, puisse ratifier et 3 mois après, il rencontre l'Assemblée nationale, des ratifications arrivées, je l'ai fait et je vous en rends compte. Donc ça ne gêne absolument rien, au contraire, ça permet d'aller très rapidement, ça permet de gagner du temps et de ne pas perdre les crédits, tout bêtement. Après cette modification, nous avons constaté tout de même qu'il y a cette ferveur-là qui vous a amené à entonner l'hymne national. Quelle signification ou quelle portée cela a pour vous après cet acte? Oui, tout à l'heure j'ai dit que je peux dire que c'est un nouveau jour hier. La révision de la Constitution, les points que nous avons touchés, je dis que c'est une chance pour notre pays. C'est une chance parce que c'est les points positifs, le côté positif que nous avons essayé de valoriser. Parce que dans la Constitution, 29 ans, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Tout le monde le sait. Je ne veux citer personne. Les régimes passés, il y en a qui ont voulu faire la révision, même pour le compte de la Cour des comptes. Mais on a réussi à le faire. Nous-mêmes, nous sommes fiers. Personnellement, c'est une satisfaction totale qui m'anime pour avoir voté cette révision hier. Nous savons que notre pays a fait un grand pas. Le pays est allé de l'avant. Donc il faut entonner l'hymne national pour nous réjouir. C'est comme si c'était une autre nouvelle qui est arrivée. Contrairement à ce que les gens pensent, ils disent que le président Talon, non, le président Talon, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il voulait faire, malheureusement, c'était pas compris. C'est pour que le pays puisse avoir une constitution et qui puisse nous amener vers le progrès. Il n'a pas réussi. Mais ce qui vient de se faire, je profite pour le prier, de bien vouloir promulguer si la Cour constitutionnelle était d'accord. Parce que ce qu'il n'a pas pu faire, c'est ça que naturellement la classe politique réunie, l'ordre du dialogue politique, a proposé. Cette révision, contrairement à ce que les gens peuvent dire, c'est pas Talon qui a demandé la révision. C'est la classe politique qui s'est réunie et qui a trouvé que c'était nécessaire. Et les députés ont accompagné ça par le vote d'hier soir. Donc c'est un grand jour hier, c'est une chance pour notre pays, c'est notre démocratie qui va grandir et le Bénin va toujours être le laboratoire de la démocratie en Afrique. Et cet aspect ou cet amendement de la Constitution, je voudrais l'évoquer. Je sais que ça vous intéresse bien, ça vous intéresse beaucoup. Je sais que vous pouvez aimer
la chefferie traditionnelle. Vous avez pensé à la chefferie? Ah, merci beaucoup. Voilà, j'aime pas. Et la chefferie traditionnelle, nous l'avons annoncé déjà dans la Constitution. Ça n'existait pas. Mais des lois ont précisé après le contour pour que cette chefferie traditionnelle puisse répondre aux normes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, dans un hameau, quelqu'un se lève, il dit roi de tel village, roi de tel autre. Donc il faut organiser la chefferie traditionnelle, il faut l'annoncer dans la Constitution et une loi pourra accompagner après et préciser tous les contours de cette chefferie. Donc, vous voyez, nous pensons à notre tradition, nous pensons à la culture béninoise. Donc, la chefferie traditionnelle est une bonne chose et nous l'avons annoncé déjà dans la Constitution. Et est-ce que vous avez recueilli l'avis de ces acteurs-là tout juste après ce... Ah, oui, non, bon, voilà. Avant même ça, beaucoup de têtes couronnées depuis des années et souhaitaient ça, demandaient vraiment, il faut institutionnaliser la chefferie parce qu'au Nigeria, vous voyez comment les rois sont, les chefs sont, vous voyez, et c'est eux qui ont demandé ça depuis des années, hein, ce n'est pas une affaire tout de suite. On a profité alors de cette révision pour insérer ça. Parce que ça fait plaisir, ça fait honneur à tout le Bénin. Donc, et les femmes seront contentes, elles sont déjà contentes, il y a eu les échos. Et les têtes couronnées sont contentes parce qu'il y a eu les échos aussi. Mais au niveau de la chefferie traditionnelle, vous savez qu'il y a un travail quand même à faire. Parce qu'il y a beaucoup de têtes couronnées, beaucoup qui se proclament rois, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit, c'est vrai, mais une loi sera prise pour encadrer tout ça là. On a annoncé, la Constitution a annoncé, mais ce n'est pas la Constitution qui va donner tous les détails. Une loi sera prise, peut-être elle est même déjà en gestation, et c'est la loi, c'est la chefferie traditionnelle qui va définir tous les contours, et qui va mettre de l'ordre dans cette affaire. Parce qu'effectivement, dans un hameau, je disais tout à l'heure, quelqu'un se lève et dit roi de telle chose. Tel se lève et dit roi de telle autre, ainsi de suite. On a compris qu'il faut mettre de l'ordre. De l'ordre sera mis. Et c'est une loi qui sera prise. Déjà, la Constitution reconnaît ça et annonce ça. C'est une bonne chose. Très bien. Est-ce que la loi 2019-40 portant modification donc, de la Constitution du 11 décembre 1990 a des chances de prospérer quant à sa promulgation au niveau du président de la République? Oui, bon, d'accord. Naturellement, oui, puisque lorsque nous l'étudions au Parlement, nous, on était convaincus, moi en tout cas, je suis convaincu, et la plupart de tous les députés étaient convaincus. Parce que, vous savez, la Constitution a prévu les principes de sa révision, l'article 154 notamment, et l'article 155. On dit qu'il faut éviter d'être en porte-à-faux avec la laïcité, avec la forme républicaine, avec l'intégrité du territoire national. Mais tout ça là est bien réuni. L'État, l'intégrité est là, la laïcité n'est pas à côté, et la forme républicaine, donc nous avons rempli toutes les conditions pour la révision. Et nous pensons que la Cour constitutionnelle, qui veille au grain, verra que nous avons bien respecté tous les contours de l'article 154 et l'article 155. Et je ne pense pas qu'elle puisse dire le contraire, puisque nous sommes dans les normes. Bon, il est vrai, je ne suis pas dans le secret de la Cour, mais j'estime que nous avons fait du bon travail. Et si la Cour accepte, pourquoi pas le chef de l'État, pourquoi pas il ne va pas qu'on appelle promulguer cette loi. Parce que bon, le chef de l'État, ce n'est pas sa loi, hein, ce n'est pas sa révision, c'est notre révision à l'Assemblée nationale. Mais si c'est bon, il doit l'accompagner. Et si vous avez un message à l'endroit de ces personnalités politiques qui décrit la rapidité voilà, qu'on a observée. Permettez-moi de dire que j'oubliais. Les gens disent pourquoi la procédure d'urgence, parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont demandé la procédure d'urgence. Ils disent pourquoi cette précipitation? Non, il n'y a pas de précipitation. Lorsque le dialogue a voulu qu'on règle certains problèmes, qu'on appelle, qui nécessite la révision de la Constitution. Et vous savez que les élections communales municipales vont se dérouler d'ici 6 à 7 mois. Et les normes de la CEDEAO recommande que tout ce qui concerne les élections, les lois qui concernent les élections, ces lois doivent être prises 6 mois avant les élections. Donc nous ne voulons pas faire des lois qui vont être à moins de 6 mois des élections. Donc pour revoir le code électoral par exemple, il faut d'abord que la Constitution soit révisée pour nous autoriser à faire des choses dans le code électoral.
Si on ne fait pas vite, on ne pourra pas faire le code électoral. Le code électoral, on le fera, mais il sera en retard, il sera au-delà de 6 mois. Donc c'est ça qui nous a amené à vite étudier la Constitution, la révision de la Constitution. Ce n'est pas que nous avons des choses, on n'est pas allé dans la précipitation, on n'est pas allé parce qu'on veut confondre vitesse et précipitation. Non, nous avons voulu faire ça pour pouvoir rapidement aborder les autres lois. Parce qu'il faut que la révision de la Constitution soit acceptée et ratifiée, et promulguée avant qu'on ne fasse le reste. Le reste, c'est-à-dire le reste, le code électoral, la charte des partis politiques, le financement des partis, le statut de l'opposition, tout ça là. Donc, surtout le code électoral, lui, nécessairement, il faut que la révision. La loi fondamentale révisée là, soit promulguée avant qu'on ne puisse aborder le code électoral. Or, il faut le faire bien avant la fin de novembre, pour ne pas être en porte-à-faux avec les exigences de la CEDEAO qui veut que le code électoral intervienne 6 mois avant les élections. C'est ça qui nous amène à demander la procédure d'urgence. Ce n'est pas qu'on a un intérêt quelqu'un, ce n'est pas qu'on veut cacher quelque chose. C'est parce que les prérogatives de l'Assemblée nationale nous donnent cette possibilité-là que nous avons fait. Il y en a qui pensent qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Non, rien n'est caché, c'est parce que nous voulons aller rapidement. On veut quand même satisfaire les recommandations du dialogue politique que nous avons fait ça. Ce n'est pas autre chose. Très bien. Aujourd'hui, une loi fondamentale modifiée qui ouvre des portes pour le développement. C'est une option aujourd'hui, le développement du Bénin? Mais bien sûr, c'est une option. Nous voulons évoluer. Notre démocratie, l'état de droit, tout ce que vous voulez, nous voulons évoluer. Le Bénin, tout à l'heure je disais que le Bénin va toujours étonner en Afrique, contrairement à ce que les gens croient. Je parle des gens, de nos collègues de l'opposition. Mais ce que nous venons de faire, c'est formidable. Je ne suis pas en train de faire de l'autosatisfaction, mais je suis sincère. Tous les points qu'on a touchés, si quelqu'un peut me dire les points qu'on a amendés, si quelqu'un me dit un seul qui est mauvais, je vais lui donner tout ce qu'il veut. Personne ne peut dire que c'est ça, si ce n'est pas que nous voulons faire de l'opposition pour l'opposition. Et je sais que la plupart du temps, à cause des intérêts politiques, il y en a qui font obstacle à la raison. C'est ça qui se passe là. Si les gens disent « Ah, ils se sont précipités », non. Ils ont révisé la Constitution alors que ça concerne 11 millions d'âmes. Mais dites-nous, lorsque on va interroger notre peuple pour dire on a modifié parce qu'on veut que les femmes soient représentées, on a modifié parce qu'on veut que la Cour des comptes existe, on a modifié parce qu'on veut diminuer les dépenses, qui va dire que c'est faux, qui va dire que c'est mauvais. Donc je pense que nous avons fait du bon travail. Il faut que les gens nous le reconnaissent. Il faut que la classe politique, tout en confondue, au moins applaudisse cela. Ce n'est pas parce que l'opposition n'a pas été à l'Assemblée pour voter les lois que ce que nous avons fait est mauvais. À l'Assemblée, quand quelque chose n'est pas bon, on ne le fera pas. Mais quand nous savons que quelque chose est bon, nous le ferons. Et c'est ça qui s'est passé là. Et donc, vous avez pris en compte les recommandations du dialogue politique? Ah oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça. Puisque l'opposition était également au dialogue politique. Oui. S'il n'y a pas eu de dialogue politique, il n'aurait pas eu la révision de la Constitution. Donc c'est le dialogue politique qui nous a imposé la révision. Et quand les gens parlent de petit talon, le président Talon n'était pas au dialogue politique. Tout ce qui est décidé, les recommandations, s'imposent à lui. Et c'est pour cela qu'il a tout remis à l'Assemblée. Il a mis un comité d'experts pour travailler. M. Président Talon n'a même une virgule, il n'a pas mis. Il a mis dans cette affaire-là. Il raconte que ce talon, non. Vous voyez, le pays est comme ça. Le pays est comme ça. Si ce n'est pas moi, ce que je fais, ce n'est pas bon. C'est ça qui se passe là. Et quel est votre rôle aujourd'hui pour quand même, c'est vrai que ça sera promulgué d'abord, quel est votre rôle pour que le citoyen Lada puisse être au parfum de ce que vous avez apporté comme amendement? Oui, voilà, c'est ça que déjà nous commençons là, à travers cette émission-là. Cette invitation, pardon. Et pour ceux qui nous écoutent, bon, je crois que, bon, c'est vrai, je ne suis pas un grand pédagogue, ce que j'ai pu dire, je crois que ça a quand même pu entrer dans les oreilles de beaucoup de gens. Je crois qu'après cette invitation, on aura beaucoup d'autres invitations. C'est vous, la presse, c'est vous qui nous aidez à communiquer. On va faire aussi la communication de proximité par les radios communautaires. Nous allons déplacer pour expliquer en large les fondements et
les bienfaits de cette révision, tout ce que nous avons fait, nous allons l'expliquer. Ce qui est certain, je le dis, je le répète, nous n'avons pas commis un péché quelque part. Tout ce que nous avons fait, c'est positif. Seulement, pourquoi c'est la mouvance qui le fait? Pourquoi c'est l'Assemblée qui est là, qui le fait? Personne ne peut vous dire ce que nous avons fait est mauvais. Les gens disent, un exemple, ah non, pourquoi on ne peut pas nommer des femmes, ce n'est pas la constitution qu'on va faire la promotion des femmes. J'ai dit, niet, c'est pas possible. Mais depuis que le Bénin existe, depuis le Dahomey jusqu'au Bénin, la conférence nationale a eu lieu en 90, bientôt 29 ans, 30 ans. Mais au Parlement, combien de femmes nous avons? Si on n'impose pas par ce mécanisme les femmes au Parlement, on a beau raconter tout ce que nous voulons, les femmes seront toujours à la traite. Donc c'est pour cela que je trouve que ce que nous avons fait là, c'est une bonne chose. Il y en a qui disent que ce n'est pas la meilleure formule, mais je les défie de trouver une formule qui puisse amener les femmes au Parlement si ce n'est pas par ce mécanisme de la Constitution. Très bien. Nous égrenons la dernière minute de nos échanges, Robert Bouyan. Mais justement, nous parlons d'une question très cruciale aujourd'hui qui se retrouve également dans ces amendements. C'est le parrainage pour l'élection présidentielle et ça commence en 2020. Pourquoi en 2021 plutôt. Pourquoi en 2021 déjà et pourquoi le parrainage? Non, le parrainage, bon, vous savez, c'est au Bénin seulement qu'on ne le fait pas. Hein. Dans les grands pays, dans les grandes démocraties, il faut parrainer. Personne ne peut quitter, je ne sais pas, la veille des élections pour venir déposer sa candidature pour dire qu'il est candidat. Non. Il faut quand même que des gens, des élus, puissent dire qu'ils le connaissent et qu'il a de bonnes moralités et qu'ils le parrainent. Bon, le nombre de parrains, bon, n'est pas encore défini, la loi va le dire, mais on va donner un nombre qui puisse permettre à beaucoup de gens de se faire parrainer. Parce que le parrainage, ça aide à montrer que le candidat, c'est pour la présidentielle, hein, oui, à montrer que le candidat qui veut se présenter est quand même crédible, est quand même sérieux, on le connaît. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu la veille déposer son dossier. C'est ça qui est important. Qui le parraine? Qui le parraine? Ceux qui le parrainent, bon, les élus, les conseillers communaux et les députés, les conseillers communaux ou les députés, Donc les maires, on a 77 maires, on a 83 députés, dedans on va trouver les parrains. Si par exemple on dit il faut 5 conseillers ou 5 maires pour te parrainer, même si on est 10, oui, il faut diviser 77 par 5, vous voyez que c'est beaucoup de candidats qui peuvent se présenter. Si on dit 10, bon, on aura peut-être 7 ou 8 qui vont. C'est pour éviter aussi cette flopée de candidatures fantaisistes. Il faut que celui qui veut être candidat soit quand même quelqu'un de sérieux, quelqu'un qu'on peut respecter, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et donc, n'importe qui vient pour dire qu'il est candidat. Très bien. La crainte de certains, c'est que quand je me retrouve dans l'opposition, est-ce que je peux bénéficier du parrainage de la mouvance? Vous voyez, le parrainage, les candidats de 2021 oui, seront parrainés par les conseillers qui ne sont pas encore élus, qui sont élus en 2020. Donc en 2020, on va avoir des élections, l'opposition se présente, et certainement l'opposition aura des conseillers. Donc ce n'est pas les conseillers, les maires actuels, c'est les maires qui sont élus. Donc si tu sais que tu es candidat, dès maintenant, ton parti n'a qu'à se battre pour avoir des conseillers qui peuvent te parrainer. Donc je crois que c'est pas compliqué. Et donc l'ouverture est bien là. Oui, l'ouverture est là. Très bien. Si vous avez un message à l'endroit de toutes nos populations ou tous nos concitoyens qui nous suivent sur ETL, quel serait ce message? Oui, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous me donnez l'occasion en même temps de communiquer. Je veux dire au peuple béninois que le Parlement vient de faire un grand pas par le vote, par la révision de notre loi fondamentale. Beaucoup de points qui avaient besoin d'être nettoyés l'ont été. Beaucoup de points sur lesquels certains chefs d'État, je l'ai dit, passés, ont voulu toucher, ils n'ont pas réussi, nous avons réussi à le faire. Et je demande au peuple béninois d'être serein. Je demande au peuple béninois de faire confiance aux députés de la 8e. Nonobstant tout ce que les gens racontent, nous ne sommes pas à l'Assemblée contre le peuple. Nous sommes à l'Assemblée pour défendre le peuple. Ceux qui disent le contraire, bon, ils savent pourquoi ils le font. Ils le disent.
Mais moi je dis, les 83 députés qui sont à l'Assemblée nationale sont là pour le peuple béninois. Ils représentent bel et bien la nation béninoise à l'Assemblée nationale. Et les lois que nous avons votées, particulièrement l'amnistie que nous avons votée, c'est pour pacifier le pays. Et la constitution qu'on a révisée hier, et du moins ce matin, c'est pour faire avancer notre démocratie. C'est pour améliorer le système de gestion de l'État. Donc, ils n'ont qu'à être sereins. Il ne faut pas qu'ils écoutent les marchands d'illusions qui racontent n'importe quoi, qui racontent ce qu'ils veulent, parce que nous n'avons pas commis un péché en révisant cette constitution-là. Et je disais que nous allons faire une autre communication de proximité pour expliquer faute en comble tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons fait comme révision, tous les avantages que les gens peuvent en tirer. Donc je crois que d'abord les femmes doivent savoir que nous avons pensé à elles, les tels couronnés doivent savoir que nous avons pensé à eux, à elles du moins, et qu'on appelle les députés dont le mandat a été écouté. N'oublie pas écouter, dont a été limité à 3. A été limité à 3. La population va comprendre que les députés ne sont pas là pour se servir. Nous avons fait ça parce que nous voulons qu'un député qui fait 3 ans puisse céder la place à d'autres institutions. 3 mandats. Donc vous voyez, on a fait une révision vraiment formidable. Une révision qui propulsera le développement de notre pays. Une révision qui va donner l'exemple encore en Afrique. On dira que le Bénin est toujours le berceau de la démocratie, le berceau de la modernité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, nous avons fait du bon travail, que les gens nous comprennent, que les gens cherchent à savoir le fond de ce qui a été fait, au lieu de dire le contraire de ce qui a été fait. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Merci à vous, Robert Bihan. Je rappelle, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous êtes précisément le 2e vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Vous êtes le secrétaire général national adjoint du parti Bloc républicain. Merci pour la disponibilité. C'est bien nourri ces échanges que nous avons eus sur les amendements apportés donc au Parlement sur notre loi fondamentale du 11 décembre 1990. Et donc vous avez appris beaucoup de choses, chers amis téléspectateurs. C'est la fin donc de ce grand oral avec l'honorable Robert Bihan.